89e épisode des Technos, second épisode dans cette saison 3 avec un mois de septembre chargé, ça vous vous en doutez, on va beaucoup parler d'Apple. Et pour parler d'actualité technologique, parce qu'il n'y a pas que Apple non plus, il ne faut pas exagérer quand même, on a avec nous de ce côté-ci Benoît. Salut Benoît et bonne rentrée. Et c'est la rentrée également de Sébastien. Salut Seb. On va donc forcément parler beaucoup d'Apple, puisque lendemain de présentation, surlendemain même, je pense, ou c'était quand? C'était mercredi, c'était jeudi, enfin bref, c'était mercredi. C'était hier pour nous, sera avant-hier pour les auditeurs. Voilà, c'est ça en fait. Donc on va évidemment en parler en long, en large, en travers. Benoît a suivi cette keynote. Je ne sais pas si Seb a eu le temps de la regarder vraiment, ou alors tu as saisi un petit peu l'information là où elle était. J'ai regardé 80% de la keynote et puis j'avoue, j'étais claqué, j'ai dormi pendant 20%. c'est à peu près ça. Apparemment, j'ai rien raté. C'était assez on verra. C'était assez long cette fois. C'était plus 110 minutes de keynote. Bientôt, ils vont faire 2 heures. Et puis voilà. Quoi qu'il, on en parle dans un instant. Avant ça, le courrier des auditeurs, 2-3 petites choses comme ça en passant. De Steph via YouTube en commentaire donc de notre vidéo de l'épisode 88 qui posait une question par rapport à l'utilisation de l'application Duo dont on a parlé la semaine dernière. Duo fait l'équivalent de FaceTime, de ce genre d'application, et de se demander pour ceux qui ont un petit forfait data, quelle était la consommation de ces applications de conférences ou de communication. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous a la réponse. Je vous prends un petit peu comme ça à contre-pied, on va dire. Sébastien, tu as une idée de ce que ça consomme? Non, pas plus que Skype ou une autre, j'ai pas mesuré et non. Non, pas plus, pas de ce côté-là, pas mieux de ce côté-là, Benoît. Non, je serais tenté de dire. Il faut tester. Oui, c'est ce que Xavier a répondu, je pense. Oui, il y avait un début de réponse, effectivement, de la part de Xavier, donc en regard de cette question. Donc, si nous, on n'a pas la réponse, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez et qui avez peut-être la réponse, à aller, donc, vidéo de l'épisode 88, aller répondre donc à Steph pour apporter un petit peu d'eau à son moulin par rapport à cette question de consommation de bande passante avec ces applications genre FaceTime, on va dire ça comme ça. Et puis, autre réaction, et là, on n'a pas la réponse du tout, ça, soyons clairs, là, il n'y a pas de réponse d'ailleurs à donner pour l'instant. C'était par rapport à notre hors-série consacrée à la Tesla. Quelqu'un qui nous demandait si le prochain modèle, le dernier modèle, sera-t-il rentable? Ça, on peut pas le savoir. Il faudra demander à Elon Musk quand le modèle sera déjà fabriqué et commercialisé. Pour l'instant, c'est plutôt rentable, puisque je rappelle quand même que le droit d'entrée, la participation aux frais, comme on pourrait dire, en tout cas, l'engagement à acheter le modèle 3, puisque c'est de ce modèle-là dont il s'agit, c'est 1 000 € je crois, pour passer commande. Et donc, c'est une jolie levée de fonds qu'a fait Elon Musk avec cette opération. Donc, on a envie de dire affaire à suivre. J'espère que ce hors-série Tesla vous a bien plu. Il y en aura sans doute d'autres dans le même genre dans les mois à venir. Je ne vais pas dire 2 semaines, mais en tout cas dans les mois à venir, dans le courant de cette saison 3. Voilà, je pense que là, j'ai bien fait le tour de toutes ces questions-là. Je voulais juste souhaiter un anniversaire, parce que oui, Seb... On avait encore une question de la part d'un auditeur. Oui. Que j'ai rajouté. Oui. Que tu as loupé? Oui, je l'ai loupé, je t'en prie, tu peux lire. C'était une question de Jean-Luc, donc Jean Nivelle normalement, qui alors elle demandait de traiter d'un programme Pegasus israélien. Alors moi, je veux bien parler d'un programme Pegasus israélien. J'ai demandé d'avoir 2-3 sources. Jusque-là, j'en ai pas eu. Alors je ne sais pas si nos auditeurs savent de quoi on parle, un programme de sécurité, surveillance. Envoyez-nous quelques sources et puis on pourra toujours traiter de ce genre d'actualité. Mais s'il vous plaît, donnez-nous au moins un petit truc à manger. Oui, c'est ça, parce que partir comme ça de rien, en plus de ça fait un peu grand complot. Ça fait un peu... voilà. C'est parce que des trucs comme ça, des informations comme ça, il y en a plein qui pleuvent sur Internet, des services d'espionnage, de machin, etc. Donc voilà, on prend ça toujours avec beaucoup de pincettes. Mais si effectivement vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les communiquer, on essaiera de s'en faire l'écho, si c'est sérieux, évidemment. Ou alors ça ira dans la dernière rubrique de nos épisodes, c'est-à-dire le fameux What the fuck. Juste avant de commencer notre abécédaire et bien sûr de parler d'Apple, un petit anniversaire, enfin un gros anniversaire, puisque on fête aujourd'hui même, le jour de l'enregistrement, je vous rappelle, on est jeudi, le 8 septembre, c'est l'anniversaire de Star Trek, 50 ans. Star Trek, il y a un site d'ailleurs, startrek.com, sur lequel il y a plein de gens qui viennent publier des Happy Birthday, etc. Il y a également un compte Instagram. Voilà. Si vous êtes fan de
Star Trek. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et leur souhaiter un joyeux anniversaire. C'est assez rigolo parce que sur le compte Twitter de Star Trek, la NASA leur a souhaité un joyeux anniversaire. Enfin, plein de gens normalement très très sérieux leur ont souhaité un joyeux anniversaire. C'est plutôt rigolo. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je voulais faire. Je pense que c'est dans... Alors, si on aime bien Star Trek, il y a tous les épisodes qui sont actuellement sur Netflix. Ah ben voilà. Donc, les épisodes de la série d'origine, et il paraît qu'il va y avoir une nouvelle série qui est en tournage ou qui va sortir bientôt et qui sera là aussi. Alors, pour les 50 ans, ils ont balancé, ça fait 3-4 semaines, tous les épisodes de la série d'origine, donc là, la toute première. Oui. C'est assez... Enfin voilà, si vous êtes fan... Émission de 5 ans, bref. Ouais. si vous êtes fan, vous devez sans doute être au courant. Si vous êtes à moitié fan, ça va sans doute vous intéresser. Dans l'équipe, il y en a plusieurs qui sont fans et qui sont vraiment connaisseurs. Je pense à Bruno également, qui aime beaucoup tout ça et qui aura certainement l'occasion d'en parler dans un épisode prochain, voire peut-être même un hors-série, qui sait. On peut y aller, je pense, avec notre abécédaire. Et on commence avec la lettre A. Je vous l'ai dit, A comme Apple. C'est Benoît qui va commencer, qui va ouvrir le feu. Sébastien lève encore le feu. Non, c'était A comme anniversaire. C'était que pour Star Trek. Ça non, c'est même pas j'avais même pas de lettres. Moi, j'ai dit A comme ça. Je voulais mettre au début. Point barre. On passe à la lettre A comme Apple. Benoît, on attaque directement, on va pas prendre les choses dans l'ordre de la keynote, on attaque avec le gros morceau, on va dire, c'est l'iPhone 7. L'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus. Et alors je propose de ne pas refaire la keynote et donc de ne pas faire une liste de toutes les nouveautés, de tout ce qui a été annoncé, parce que de toute façon, on les trouvera facilement sur plein de sites habituels. Mais je voulais faire un petit peu les quelques points, commenter un petit peu quelques points que moi j'ai trouvé assez chouettes et assez intéressants. Un point qui va peut-être être un petit peu pas consensuel dans l'équipe. Moi, j'ai trouvé que mais c'est assez, pour moi, dans les habitudes de la marque, les changements sont présentés avec chaque fois l'utilisation qu'on va en faire. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Alors, il n'y a pas des masses de changements en termes de design. Ils ont un petit peu raffiné le truc. Par contre, ils l'ont rendu, et ça, c'est une bonne idée, ils l'ont rendu IP67. Ça veut dire qu'ils vont arrêter d'embêter les gens avec la garantie concernant l'eau, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de téléphones qui prennent l'eau pour des raisons X, Y, Z, y compris les problèmes d'humidité. Apple refuse de les réparer, etc. On peut espérer maintenant que ces problèmes-là sont derrière nous. Puis ça veut dire aussi qu'on aura moins de pannes liées à l'eau. Ils ont aussi revu, et ça je trouve que c'est une chouette idée, les procédés de fabrication avec des nouvelles couleurs. Un noir, il y a toute une explication sur comment ils font pour obtenir un noir qui est parfaitement brillant, lisse, laqué, enfin vraiment magnifique. Et donc ils ont expliqué le procédé industriel qu'ils ont mis au point. Bon, ça c'était plutôt amusant. Sinon, au niveau du bouton Home, ils ont apparemment pas mal retravaillé, mais c'était pas super clair dans la keynote. Je pense qu'il faudra l'avoir en main pour mieux l'intégrer avec le moteur haptique et donc avoir des retours. Quand on appuie sur le bouton Home, avoir un effet de retour et de nouvelles gestuelles, ce qui s'annonce, je pense, qui sera pratique à l'usage. Et puis moi, ce qui m'a évidemment le plus plu, c'est tout le travail qui a été fait sur le point de vue de l'image et en particulier de la photo, avec un tout nouvel appareil photo, avec un nouvel objectif, beaucoup plus lumineux que l'ancien. Donc ça veut dire, et ça c'est vraiment chouette pour des téléphones, ça veut dire un objectif plus lumineux, ça veut dire que la pièce peut être plus sombre et on arrivera quand même à faire des bonnes photos. Ouais. Ils n'ont pas augmenté la résolution, ce qui est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on évite justement de partir dans une logique. Quand on augmente la résolution, on diminue la qualité des images quand la pièce est mal éclairée. Donc c'est plutôt, on augmente le bruit, donc ça diminue la qualité des images. Donc ça c'est plutôt une chouette nouvelle aussi. Ils ont revu la LED, le flash par LED pour que l'éclair plus. Et donc, c'est toujours pratique. Moi, j'aime pas tellement les photos flash, avec un petit flash comme ça, mais bon, ça mange pas de pain. Ça peut sauver une bonne photo. Ça peut sauver, voilà, ça peut sauver dans certains cas. Et puis, ils ont aussi retravaillé en intégrant un stabilisateur. Donc de nouveau la même logique quand on est dans des situations où il fait un peu sombre, comme surtout avec un téléphone qu'on va tenir à bout de bras, c'est bien de pouvoir d'avoir un objectif et un boîtier stabilisé. Alors faut pas en attendre des miracles non plus, vu la taille de l'appareil. Le stabilisateur il fait pas des mouvements colossaux, et donc il faut pas non plus attendre des miracles, mais voilà, c'est une série d'améliorations par rapport à la génération précédente qui améliore la qualité des photos. Et puis
Ils ont aussi travaillé sur l'écran, parce qu'évidemment, on va regarder les photos avec l'écran, donc c'est quand même assez important. Et ils proposent un écran avec un rendu de couleur beaucoup, beaucoup plus important. Et ça, c'est chouette pour la photo. Il y avait d'ailleurs une présentation de l'équipe d'Instagram qui montrait... Alors, comme ils l'ont dit sur le projet, on n'arrive pas à le montrer très bien, mais on devinait un petit peu, et je pense quand on aura l'écran en main, on se rendra compte, on voit un petit peu qu'avec un meilleur rendu de couleur, avec une gestion complète de la couleur, comme on trouve sur les Mac quand on fait de l'image, donc la certitude que les couleurs qu'on capture, ou la certitude du mieux possible sur un produit qui reste quand même un produit de production de masse, les couleurs fidèles depuis la capture jusqu'à l'affichage sur l'écran. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. Ouais. Et puis l'autre chose, et là c'est ce qui me désole un petit peu parce que moi j'aime pas les grands téléphones, et là du coup je suis un peu tenté par le Plus. Sur le Plus, ils ont doublé l'appareil photo. Donc on a l'appareil photo classique avec son image plutôt grand angle, et puis à côté ils ont mis un petit télé. Alors ils sont pas les premiers à faire ça, hein. Il y a je pense qu'il y a une dizaine d'années, Kodak avait fait un truc comme ça avec deux. Ils l'ont annoncé comme étant une révolution. Deux boîtiers. Mais en fait, c'est pas là qu'est la révolution. Non, la révolution, c'est dans ce qu'on va pouvoir faire avec. Oui. C'est pas le fait de rajouter du hardware qui est intéressant. C'est voir ce qu'on peut faire avec. Et le fait que ce soit transparent pour l'utilisateur aussi, si j'ai bien compris. Exactement. Et donc, ce qu'ils ont prévu, c'est évidemment la possibilité de zoomer, puisque du coup, tu zoomes en passant sur le boîtier, sur l'appareil photo à côté. Donc ça, c'est assez évident. Mais également, ils ont intégré un mode dit portrait, parce que le problème quand on fait des photos avec un petit boîtier comme ça, c'est qu'on a à peu près toute l'image qui est nette. Alors, on a l'habitude sur un portrait d'avoir le visage qui est net et le fond de l'image qui est flou. Une profondeur de champ, quoi. Une profondeur de champ qui se rend par le fait que le fond de l'image est flou, qu'on a ce qu'on appelle un bokeh, un rendu flou de l'image derrière, et idéalement un beau bokeh. Et donc ils font, en s'inspirant en fait de la technique des appareils litro, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans ces podcasts, ils calculent la distance des différents objets dans la photo, en utilisant le fait que ils prennent la photo avec le télé, donc l'autre objectif, ils prennent aussi une photo, et ils peuvent comparer la distance des différents objets. Et donc, comme ça, ils peuvent savoir, ce pixel-là, c'est un pixel du fond, donc on va le flouter. Ce pixel-ci, c'est un pixel du visage, on ne le floute pas. D'accord. Et donc, ils arrivent comme ça à donner un rendu. Alors, ce ne sera pas disponible tout de suite à la sortie du boîtier, ce sera une mise à jour d'iOS et de l'application photo. Mais ils arrivent comme ça à donner un rendu dans lequel on a l'effet, en fait, Phil Schiller disait, c'est un peu... et il insistait sur le un peu, parce que le garçon aime bien la photo, donc il a bien insisté sur le fait on n'est pas en train quand même de remplacer un boîtier réflexe ou un boîtier objectif interchangeable, mais on arrive un petit peu dans les mêmes capacités en termes de qualité d'image. Si je peux me permettre, pendant la présentation, on ne va pas la refaire une fois de plus, mais là il y a eu un petit coup de bluff, je serais tenté de dire, en présentant une photo qui était supposée être prise par un appareil réflexe et présentée comme telle, et puis après, quelques instants après l'explication telle que tu viens de nous la donner, vous vous rappelez la première photo? En fait, non, c'était pas un appareil réflexe, c'était bien l'iPhone c'est bien l'iPhone qui prend ce genre de photos. Donc, c'est plutôt rigolo comme mise en mise en contexte. Il y avait aussi pas mal de photos, enfin une série de photos prises par des photographes professionnels ou par divers photographes qui présentaient les possibilités en matière de basse lumière, la qualité des images. Et c'est vrai que il y a vraiment moyen maintenant avec un téléphone, je dis maintenant parce qu'on se souvient il y a quelques années que c'était vraiment pas le cas, il y a vraiment moyen avec un smartphone de tirer des images de belle qualité. D'ailleurs c'est marrant, Instagram avait lancé ces filtres pour essayer de masquer le fait que à l'époque les boîtiers photos qui étaient intégrés dans les téléphones n'étaient pas très bons, donc on mettait le filtre qui masquait un petit peu la bouillie de pixels qu'on avait là et ça se paraissait un petit peu joli. Et maintenant on arrive vraiment à des qualités qui sont vraiment chouettes. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Et puis il y a le son aussi. Alors il y a le son. Avant de parler du son, je voulais terminer sur l'image parce que c'est important aussi sur le côté de l'image. Ils ont revu le processeur, donc il est plus rapide que la génération présente. Il n'y a pas que l'image qui en profite, mais l'image est une des choses qui en profite. Ils ont revu le processeur graphique et alors ils ont également travaillé sur le fait que le processeur puisse être plus ou moins sollicité et consommer plus ou moins en fonction de l'application qu'on est en train d'utiliser. Par exemple, l'application photo ou une application vidéo qui est très consommatrice en
puissance de calcul, va utiliser plus du processeur et donc va consommer plus. Mais quand on est en train de taper un message dans Messenger, on n'a pas besoin d'autant de puissance de calcul et donc le processeur, entre guillemets, s'endort un petit peu. Une question de la gestion des 4 cœurs, hein, je pense que j'ai pas tout compris très honnêtement à ce niveau-là. Il y a 2 cœurs qui fonctionnent à tout berzingue tout le temps et 2 autres qui sont flottants, on va dire. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai compris aussi. Je vois Seb déjà. Ils ont des cœurs à basse consommation et des cœurs à... c'est ça. En fait, c'est un petit peu sur les MacBooks, ils proposent ça depuis un certain temps avec les... Moi, j'ai compris comme étant ce qu'ils proposent sur les MacBooks avec les cartes graphiques, où ils ont des cartes graphiques haut de gamme qui vont se décaler et retomber sur une carte graphique bas de gamme en fonction de l'application que tu as. Même chose. Parce que ça a un impact sur la consommation. Et je crois que Sébastien va te dire que son Samsung Galaxy... Là, il le fait avec Quicker et c'est pas la première version qu'ils le font, ça fait plusieurs années et c'est pas les seuls constructeurs. En général, ils ont de 4 à 8 cœurs et il y a un cœur qui lui est à une fréquence très inférieure qui effectivement fonctionne quand t'as pas besoin de jouer comme un port avec toute la puissance de ta machine. Donc c'est quelque chose qui existe quand même déjà ils n'ont pas dit que c'était une nouveauté non plus, hein. C'était juste une explication. Pour moi, ce type de téléphone ne peut pas fonctionner sans ce genre de CPU. D'accord. Benoît. Alors le son, effectivement, c'était un peu l'autre grand sujet de l'annonce. Donc il y avait une dizaine de points sur lesquels il mettait l'accent. Le son, c'est-à-dire avec la logique de partir sur du son sans fil. Et donc l'idée, c'est c'est assez cohérent quand on regarde Apple. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on avait des câbles qui reliaient nos Mac à leur souris, à leur clavier, etc. Puis Apple a voulu virer tout ça. Ils ont mis du Bluetooth partout. Et ils poussent un petit peu la même logique sur le son, en disant, alors d'une part, il y a 2 haut-parleurs intégrés qui sont de meilleure qualité que ce qu'on avait avant, ce qui donne un son stéréo, et notamment quand on se regarde un film à 2-3, peut-être à 2, ou tout seul. Et 2 bien serrés, quoi. Un petit peu de meilleure qualité que ce qu'on avait avant. Donc ça, c'est chouette, avec un peu plus de volume. Et puis, sinon, la logique, c'est vraiment de dire, on va pousser vers du sans fil. Donc, il y avait de nouveaux écouteurs qui étaient annoncés par Apple sans fil, les AirPods, avec les AirPods, effectivement, avec un système de micro également sans fil. Beats a également annoncé de nouveaux device, écouteurs, et avec la logique, parce que c'est vrai que c'est un peu, ça fonctionne ce genre de truc depuis longtemps, mais c'est souvent un peu galère à faire. Tu dois appareiller ton téléphone avec le système par Bluetooth, etc. C'est pas toujours simple. Et là, ils ont travaillé vraiment pour simplifier ça très fort, jusqu'au point de synchroniser la connexion via iCloud. Donc, par exemple, si tu synchronises tu t'achètes une nouvelle paire d'écouteurs, tu les synchronises avec ton iPhone, eh bien, la synchro que tu as fait là va synchroniser sur tous tes devices. Et donc, par exemple, ton iPad va aussi, prochaine génération d'iPad, va aussi être synchronisé. Ce qu'ils ont donné comme exemple aujourd'hui, c'est l'Apple Watch. Ton Apple Watch va se synchroniser également avec les écouteurs. Alors, le point qui fait parfois un petit peu grincer, c'est que dans cette logique, et je sais que toi, Marc, ça t'ennuie un petit peu, mais c'est vraiment la manière dont Apple a toujours travaillé. C'est de dire, puisqu'on part sur quelque chose de nouveau qu'on estime être meilleur, on va supprimer les vieux gadgets et les vieilles normes qui ne servent plus à grand chose parce qu'on a mieux. Et donc, ils ont supprimé le port jack. Et donc, quand l'iPhone est livré, il va être livré avec un adaptateur qui te permet d'aller chercher le son sur le port Lightning et d'en faire un petit port mini jack, donc le port classique si tu as des écouteurs aujourd'hui, et à côté les nouveaux écouteurs qui seront également des écouteurs Lightning. Donc c'est les mêmes écouteurs que ceux qu'Apple fournit depuis un certain temps, mais au lieu d'être avec le mini jack, ce sera un port Lightning. Parce que un peu plus de place pour mettre les autres petits gadgets. Parce que les AirPods, l'air de rien, c'est une option qui coûte bonbon, 160 €, je crois, quelque chose comme ça, pour la paire d'écouteurs Bluetooth. Et un Bluetooth qui est un Bluetooth à la manière Apple, si j'ai bien compris. C'est d'abord, ces écouteurs ne fonctionneront pas avec d'autres devices, ça ne fonctionnera qu'avec les appareils Apple. À mon avis, c'est du AirPlay, ça ne doit pas être du Bluetooth. Mais ils ne sont pas rentrés dans ce niveau de détail. Voilà, et donc ça reste encore un petit peu flou, et donc tout le monde n'y trouverait pas son compte. Ceci étant dit, sur l'histoire de la connectique, la mini jack, moi j'ai
j'ai rien contre l'idée qu'on retire quelque chose pour le remplacer par quelque chose de performant, de nouveau, de fonctionnel, etc. Mais ici, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu en arrière dans le sens où on crée quelque chose de propriétaire, le port Lightning, entre guillemets, qui est déjà quelque chose qui, chez les fabricants de téléphones portables, enfin de smartphones, a été évacué depuis belle lurette, puisque tout le monde maintenant s'est mis d'accord pour utiliser le port USB, et à terme l'USB-C pour la plupart des opérateurs. On est encore chez Apple avec quelque chose un petit peu différent. Bon, ok, mais alors là, nous l'imposer en tant que port également de communication audio, là, ça passe un petit peu mal, dans le sens où on remplace quelque chose qui fonctionne très très bien partout, chez tout le monde, qui est un standard et pas un gadget, qui est un standard, et qui est donc remplacé par quelque chose qui est propriétaire et qui ne sera jamais un standard par définition. Voilà, c'est un petit peu ça mon petit coup de gueule, entre guillemets, je vais m'en remettre, il n'y a pas de souci. Mais non, mais voilà, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a d'excellents écouteurs, bien meilleurs que ceux d'Apple, parce qu'ils ne sont pas fabricants d'écouteurs, Apple, il ne faut pas non plus déconner. Non. Il y en a des bien meilleurs ailleurs, je pense à Shure, je pense à Bose, etc., qui font d'excellents connecteurs, qui utilisent un mini jack et qui ne vont pas commencer, enfin, sans doute que demain, ils vont devoir payer la licence à Apple, cher et vilain, pour pouvoir utiliser le Lightning et pour pouvoir faire des écouteurs qui seront propres à ce moment-là à l'iPhone, mais c'est un petit peu dommage parce que du coup, ces écouteurs, on ne peut pas les utiliser sur des appareils différents. Enfin voilà, je trouve qu'on fait un pas en arrière à cause de ça, et ça c'est un petit peu dommage. Je vois le doigt de Seb. La bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir une... Oui. Seb peut-être. Non, d'abord Benoît, il veut. La bonne nouvelle qui va peut-être te calmer un petit peu, c'est que du coup, je suis très calme. La transmission est numérique. Et donc, ça veut dire que tu peux aussi imaginer des produits de... Parce que je sais que les gens qui aiment vraiment bien le son trouvent que la conversion digitale numérique dans l'iPhone n'est pas très bonne. C'est logique, c'est petit, c'est pas une super qualité. Là, tu vas récupérer un signal numérique. On peut aussi imaginer dans les accessoires, ça sera payant, ça va coûter plus cher, j'ai d'accord avec toi, mais que d'autres marques mais il y en a déjà, sortir des convertisseurs. C'est déjà le cas. iRig, par exemple, qui fabrique des micros pour iPhone, de fort bonne facture, il faut même le dire. Ils ont sorti très récemment, et c'est pour ça que ça m'a mis la puce à l'oreille, et je me suis dit, finalement, c'est vrai cette histoire de connecteur, parce qu'ils ont sorti, effectivement, un micro avec un long fil de 2 mètres, et au bout, un port Lightning. Ok, allons par là, mais une fois de plus, ça va compliquer beaucoup de choses dans la pratique de ce que l'on fait, de ces appareils qui, au demeurant, sont ceux qui s'imposent le plus au niveau professionnel aussi. Il faut bien le dire. Beaucoup de gens dans l'audiovisuel aujourd'hui se servent d'iPhone, beaucoup moins d'appareils Android pour plein d'autres raisons, mais l'iPhone s'impose aussi de temps en temps pour prendre des images de qualité en HD qui vont être diffusées tantôt à la télévision, tantôt dans d'autres cas de figure. Le doigt de Seb, pour ne pas se fatiguer, il a mis une attelle, mais voilà, je te passe la parole. Non, moi, c'était juste une petite remarque. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher la raison que pour sortir de nouveaux écouteurs, pour faire de l'argent, etc. sur l'abandon du jack. Il y a aussi la volonté d'Apple ici d'avoir un téléphone qui allait dans la flotte. Et donc pas de trous. C'est gênant, les trous quand tu vas dans la flotte. Ouais. Tous les téléphones Android qui ont eu ce genre de fonctionnalité, en général, tu avais toujours un cache, une pièce amovible que tu devais aller bourrer dans ton connecteur audio. Donc, je suis pas sûr qu'ils aient trouvé une solution pour le connecteur jack pour le rendre étanche. Donc voilà, je comprends qu'il l'ait viré pour le rendre étanche. Petit fake en passant, parce que je connais quand même à le glisser, c'est le moment. Si vous avez un ancien appareil genre iPhone 6 et que vous voulez le transformer rapidement en iPhone 7, il existe le iPlug qui est en fait un connecteur mini jack mais coupé, c'est-à-dire que c'est juste pour boucher le trou. C'est un fake, évidemment, c'est une petite blagounette qui circule sur internet pour l'instant, je trouvais ça assez rigolo, c'était l'occasion de le placer. Je vais repasser la parole à Benoît parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Dans les trucs jack, il y a une campagne Kickstarter qui vient de se lancer pour proposer enfin des prises mini jack résistantes. Alors je sais pas s'ils tombent pas au mauvais moment. Elles existent, mais il faut juste y mettre le prix. On achète des. Non. Tu vois, tu iras voir la campagne si ça t'intéresse. Ils prétendent qu'ils ont un nouveau mini jack qui est bien plus mieux fait, bien plus résistant, tout ça. Je regardais la campagne il y a ils ont sorti ça il y a une semaine, et puis on entendait déjà les rumeurs du fait que sans doute Apple allait vers du Lightning. Oui. Je me disais, est-ce qu'ils sortent au bon moment leur campagne? Oui, c'est ça, c'est un petit peu particulier. Bon, bref, voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour du nouvel iPhone. Oui, iPhone 7, iPhone 7 Plus. Bien dire qu'il y a donc, comme d'habitude, les deux tailles, l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, le SE
n'est pas modifié pour le moment, et assez classiquement, le 6S se retrouve le 6S et le 6S Plus se retrouvent dans les modèles bon marché, un petit peu moins cher dans la gamme, avec une différence, c'est qu'ils vont mettre à jour la mémoire, et donc quand tu achètes un téléphone de la génération précédente, tu auras quand même accès aux nouvelles capacités mémoire du téléphone. Ça aussi, juste un tout petit mot par rapport mais c'est une manière générale chez Apple ces derniers temps, leur manière de gérer la différence de tarif entre la basse mémoire et la haute mémoire, on va dire ça comme ça, enfin, petite mémoire, grande mémoire, c'est juste prohibitif au prix de la RAM aujourd'hui. C'est 100 € de différence entre deux appareils sous prétexte qu'il y a, 48 gigas de plus, c'est quand même très très exagéré. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Pour aller un petit peu dans le sens des détracteurs aussi, parce qu'il faut, je vois que Seb Sander, donc je me vous. Mais voilà. Mais on a encore 200 sujets. C'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a l'aspect du prix qu'on n'a pas abordé par rapport à l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. On est quand même dans des appareils qui sont, on est dans des appareils de luxe entre guillemets. On prend souvent la comparaison avec des marques comme en automobile comme BMW, Mercedes ou autres. C'est la différence qu'on peut faire entre. Non, on fait souvent la comparaison dans l'autre sens. Ou dans l'autre sens, ça tient debout. Des produits, des marques de luxe disent on est l'Apple de notre oui, bien sûr. Oui, voilà. Mais ceci étant dit, ça veut dire. Mais c'est clair que c'est pas des produits bon marché. Ça n'a jamais été des produits bon marché. Mais ça veut dire aussi pour ceux qui disent que Apple est en train de filer un mauvais coton, qu'ils perdent des chiffres sur les ventes, les machins, etc. Clairement, on n'est plus sur des révolutions technologiques. Ça me paraît assez clair. C'est leur manière de présenter, fait souvent sourire, mais on est clairement plus sur ce genre de grandes annonces comme on en a connu par le passé, que ce soit BMW, Mercedes, Audi, enfin les grandes marques automobiles non plus, elles sont toujours là. Elles n'ont pas une capitalisation boursière comme Apple peut en avoir, du genre du PIB de la Belgique par exemple. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse économique, parce qu'il en fallait quand même une. On pourrait aussi parler des 13 milliards qu'il faudrait rembourser ou payer à l'Irlande, mais ça aussi, c'est une autre discussion. C'est de la jalousie entre États. Je ne rentre même pas dans ce débat-là, on laissera ça. On mettra Marc sur le coup. Marc, notre autre chroniqueur qui s'intéresse beaucoup à l'économie, on le mettra sur le coup, à mon avis, il y aura plein de choses à dire. On continue avec l'Apple Watch, peut-être. Oui, alors très vite l'Apple Watch, parce que c'est un produit que j'avoue qui m'intéresse moins dans l'état actuel, parce que c'est un produit qui, en finale, fort vendu pour le côté sport et pour le côté assistant notification qui sont côté sport, moi ça m'intéresse pas du tout, et le côté assistant notification j'ai pas de besoin particulier là-dessus, donc mais j'ai quand même un petit peu regardé. Donc on est un peu sur la même logique que sur l'iPhone, c'est-à-dire le design reste un peu le même mais est raffiné, et en particulier ils la rendent étanche. Elle peut descendre à 50 mètres. Donc, elle est adaptée pour la plongée. Ils savent un truc qu'on ne sait pas, ou quoi. Il va y avoir un déluge. Parce que tout est étanche maintenant chez eux. T'as beaucoup de sportifs qui se plaignent du fait qu'ils doivent l'enlever quand ils prennent leur douche, ils doivent faire attention, etc. Or, c'est quand même un segment de marché qui est intéressé par ce genre de produit. Ouais. Parce que tu as des fonctions de suivi. Tu as deux types de fonctions qui les intéressent. Tu as des fonctions de suivi, je veux dire, un petit peu médical, le suivi du cœur, etc. Oui. Ce qui plaît bien à ce public-là. Et tu as la deuxième fonction qui plaît bien à ce public-là, c'est tout ce qui est suivi du chemin que tu as parcouru, voir tes paramètres, voir ce que tu fais, etc. Tu as beaucoup d'applications qui tournent là-dessus. Oui. Et donc, ils répondent à la demande de ce public-là. Et ils y répondent également en intégrant un GPS. Ce qui veut dire que maintenant, tu n'as plus besoin de prendre ton iPhone. Ah, ok. Quand tu vas faire une course ou quoi que ce soit, tu cours, tu veux faire pour du sport ou quoi, et tu veux quand même mesurer la distance que tu as parcourue, etc., la Watch est là maintenant un GPS. D'autres le font aussi, me fait remarquer Seb. Pardon ? D'autres le font aussi, me fait remarquer Seb. J'ai pas dit que c'était nouveau, j'ai dit juste que c'est une réponse par rapport à des demandes claires qu'ils identifient sur le marché. Alors, ils ont également retravaillé l'écran. L'écran, il est beaucoup plus lumineux. Ce qui veut dire quand on sera dehors, ce sera plus chouette. Je parlais de sport, ils ont renouvelé l'espèce d'accord qu'ils ont régulièrement avec Nike, qui apparemment
à une très grosse communauté de sportifs qui suivent justement une espèce de compétition virtuelle et qui suivent leurs résultats sur un site communautaire. Nike Plus, eh bien, ils ont renouvelé leur logique et donc il y aura une watch Nike Plus. Pas mal. Quoi d'autre encore ? Ah oui, dans les trucs que moi j'ai trouvé vraiment chouettes, donc ils ont révisé le côté assistant et donc la possibilité par exemple maintenant d'écrire sur ta watch si tu veux répondre quelque chose qui n'est pas un message standard et que tu n'as pas confiance dans le fait qu'en le dictant à Siri va comprendre, tu vas pouvoir maintenant écrire sur la watch. Et puis ils ont également revu Messenger avec la possibilité de mettre des petits stickers. Donc par exemple tu peux mettre un petit Donald qui fait la gueule. Donc c'est pas des petits c'est pas des émoticônes. Émoticônes, merci. C'est des petits stickers qui bougent avec des petites animations, etc. dans Messenger. Donc ça, c'est des trucs plutôt chouettes. Je regarde. Moi, c'est ce qui m'a marqué en tout cas dans la nouvelle watch. Je dirais que c'est le raffinement. Et alors la dernière chose qui va marquer quand même. C'est qu'on dit beaucoup, on entend beaucoup que cette watch n'est pas un succès colossal. Apple disait, et ça va rejoindre ce que tu disais à l'instant Marc, ils ont regardé leur chiffre d'affaires par rapport aux autres fabricants de marques, de montres, pardon. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient deuxième en chiffre d'affaires derrière Rolex. D'accord. Donc je pense que même pour un petit produit qui est peut-être pas le succès exceptionnel, ils doivent quand même bien gagner dessus. Donc ils se comparent à Rolex, donc on est clairement sur un produit voilà. tout public. J'ai dit que ça allait rejoindre ce que tu disais. Clairement, oui. Seb. Bah oui, c'est normal quand tu vends une montre à ce prix-là par rapport à... Je voyais qu'ils étaient pas loin devant Casio et compagnie, mais Casio, ils vendent pas des montres à 200-300 boules, quoi. Enfin si peut-être, mais la plupart de leurs montres, c'est... quand tu achètes pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est 50 €. Hein. C'est comme tout, hein. Quand tu es vendeur de montres, tu peux te permettre de vendre une Rolex par mois. Par contre, quand tu vends des Seiko, il faut en vendre quelques camions. Quoi. Et en plus, leur énorme avantage, c'est qu'ils t'en vendent une nouvelle montre chaque année. Voilà, en plus. C'est ça l'idée. C'est des montres périssables. Donc voilà. Est-ce qu'on a bien fait le tour de la keynote ? Tu avais encore un truc à rajouter, je pense, Ben. Ouais, le iWork. Alors, iWork, c'est le logiciel que pas mal de gens oublient. Ouais. C'est la petite suite bureautique Apple, qui est, je trouve, super bien faite avec Keynote, le logiciel qui sert à faire les keynotes. Un Page, donc le traitement de texte, et Numbers, le tableur. Et alors, ils ont rajouté... C'est une suite qui est là, qui est stable, qui est disponible sur tous les iDevices, en cloud ou sur Mac. Donc, elle est très largement utilisable un peu partout. Et ils ont rajouté une fonction qui n'est pas effectivement nouvelle en tant que fonction, mais qui est nouvelle sur la suite, c'est la collaboration. C'est-à-dire que maintenant, on peut être deux à travailler sur le même document. Alors, c'est pas nouveau parce que l'autre grosse suite bureautique Office fait ça avec SharePoint, mais bon, il faut se taper SharePoint et tous les inconvénients de SharePoint. Ici, on pourra enfin le faire avec une suite un petit peu sympa à utiliser et sans avoir à utiliser SharePoint. C'est le genre de choses d'autres le font aussi dans le cloud et des trucs. On a tous envie de travailler sur le même document, manifestement. C'est beaucoup mieux comme ça. Mais c'est bien que ça arrive, c'est bien qu'ils n'oublient pas le produit. Oui, bien sûr. On n'a pas beaucoup d'annonces iWork parce qu'iWork fonctionne bien, donc il n'y a pas de raison de faire de grosses nouvelles annonces, mais c'est chouette de voir qu'il y a quand même une équipe qui continue à travailler dessus. On n'a quand même pas eu d'annonce sur les ordinateurs par rapport au portable, au MacBook Pro, etc. Rien. Rien sur le Mac Pro non plus, qui est une machine complètement dépassée. Il ne faut pas l'acheter, soyons clairs. Donc voilà, ça c'est la déception de cette présentation. Le fait qu'elle soit longue et qu'on n'avait pas non plus tous les... Voilà, c'est un petit peu dommage. Allez, encore un petit truc. C'était pas un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Steve, quoi. Oui, c'est un peu ça aussi. Peut-être. Allez, encore un petit truc rigolo, mais on va encore parler de cette keynote avec Sébastien tout de suite, mais juste comme quoi il y a moyen de se fabriquer, faire genre, celui qui a les nouveaux AirPods, les nouveaux écouteurs, ça peut se faire par exemple avec une brosse à dents électrique. J'ai vu ça sur Twitter, ça m'a fait sourire. C'est bien une brosse de brosse à dents électrique, mais juste la partie, la tête, quoi, en quelque sorte, qu'on peut se coller dans l'oreille, ça fait un peu genre. J'ai les nouveaux AirPods d'Apple. Voilà. Ouais, ou alors ça fait genre, j'ai des oreilles très très sales. Oui, c'est ça. Ou genre, je me suis brossé les dents dans le noir. On va passer la parole à Sébastien, qui a certainement plein de choses à dire aussi, parce qu'il y avait une autre annonce exclusive qui a fait grimper d'ailleurs les actions d'une autre société, Sébastien.
Oui, et alors c'était au quasi tout début de la keynote, avec des infos aussi bien sur la Watch que sur l'iPhone. Alors ça a été présenté par Shigeru Miyamoto. Oui. Probablement que vous ne connaissez pas comme ça le nom, mais le mec est juste voilà, le gars derrière Super Mario. Oui. Et donc ils ont fait une annonce qui a fait une standing ovation dans la salle et effectivement des retombées incroyables sur l'action de Nintendo, parce que Nintendo se lance sur les applications, enfin sur les jeux mobiles. Alors bon, ils couinaient un petit peu déjà avec Pokémon, mais là c'est officiel, ils arrivent avec leur premier jeu sur un téléphone, un smartphone, et ce sera une exclusivité pour, alors je ne sais pas pour combien de temps, mais sur l'iPhone. Et parce que c'est déjà annoncé sur Android, hein, dans la foulée j'ai vu des annonces aujourd'hui. Voilà. Donc, et donc le jeu est un peu couillon. Alors bon, ça c'est un peu ma déception quand tu regardes le truc, parce que par rapport au premier Super Mario, on n'a pas toujours vraiment évolué. Hein. Ici tu as une machine de guerre et au final ton Super Mario c'est juste un petit frame que tu fais avancer, un petit sprite que tu fais avancer et enfin qui avance tout seul même, hein, et tu dois juste appuyer sur ton téléphone pour le faire sauter. Donc on peut pas dire qu'ils ont été très très loin dans l'originalité pour le jeu, mais ça plaît au jeu, ça plaît aux gamers, ça plaît aux fans de Super Mario, et ça plaît évidemment à Apple qui voit débarquer un grand nom sur le téléphone. Alors ils ont aussi une nouvelle application pour le Pokémon sur leur montre, qui permet aussi de chasser maintenant le Pokémon grâce à ton Apple Watch. Ouais. Bon voilà, moi je trouve une excellente nouvelle que Nintendo débarque enfin dans le mobile, parce que sinon la marque était quand même en mauvaise posture. Après ici je trouve que le démarrage n'est pas non plus exceptionnel enfin on verra bien, hein, c'est le marché qui dira si Super Mario Run va exceptionnellement bien tourner, aussi bien que Pokémon, hein, parce que Pokémon ça a été un succès, alors que l'application, quand on regarde, c'est quand même un peu couillon. Oui, enfin, c'est une bonne idée. Il fallait... Non, là, c'est une excellente idée, mais l'application est quand même très limitée. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est une très très bonne idée. Et voilà. Mais ceci dit, ici, le coup de Super Mario, c'est surtout parce que Apple le vend très très bien, comme ils savent très très bien vendre les choses, parce que Nintendo, ils n'ont pas fait beaucoup de mousse autour de ça. Hein, donc c'est vraiment particulier. Mais la mousse, ils la boivent. Hein, ils ont pris 13% en un jour. Hein. En même temps, je ne sais pas comment tu peux faire plus de mousse que d'annoncer un truc à une keynote Apple. Il y a quand même de moins en moins de gens qui la regardent, donc sinon on n'en parlera pas. Il y a beaucoup de reprises dans la presse. Oui, bien sûr. Tu gardes énormément de reprises. Ils auraient fait une annonce sur le côté, je suis pas certain que ça aurait eu la même. C'est pour ça que je dis, Apple sait très bien vendre les choses. C'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Hein, donc j'ai pas de souci avec ça. Ceci dit, si on parle maintenant des retombées de cette keynote, il y a quand même beaucoup de négatifs un petit peu partout, et de gens qui se posent des questions, et de Apple bashing aussi dans la foulée, avec en Europe aussi cette histoire avec l'Irlande. On ne va pas revenir là-dessus, mais ça va de concert, entre guillemets. Donc les gens sont très très critiques, beaucoup plus critiques aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à la dernière keynote, me semble-t-il. Sébastien. Oui, et puis il ne faut pas sous-estimer l'amour des gens pour la marque Nintendo. Nintendo est là depuis notre naissance pour la plupart d'entre nous et de ceux qui nous écoutent. Ça a bercé notre enfance. Donc je pense que Nintendo l'aurait annoncé tout seul dans son coin, ça aurait fait le même tabac dans la presse que ce qu'on a comme article aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la presse quotidienne, c'est pas le premier truc qu'on voit. Et pourtant, on en a tous entendu parler dans le milieu que Nintendo avait débarqué sur le téléphone mobile. Donc c'est une excellente nouvelle qu'ils le fassent sur la keynote, mais je ne sais pas qui avait besoin le plus de qui sur le lancement. On termine cette lettre A comme Apple, Sébastien, avec dans la même foulée une purge, on va dire, côté application sur l'App Store, c'est ça ? Une grosse purge. et honnêtement, alors que ça paraît plutôt négatif comme annonce, moi je trouve ça une excellente nouvelle. Merci Apple, parce qu'il va y avoir un boulot monstrueux pour y arriver, et donc après on va voir comment ils vont y arriver, et s'il n'y en a pas, évidemment la purge n'est pas un petit peu trop violente, mais en gros ils ont décidé de supprimer de l'App Store toutes les applications qui n'étaient plus mises à jour, qui n'étaient plus compliant avec
avec leurs nouvelles guidelines et toutes celles qui n'ont donc plus été mises à jour depuis longtemps. Alors là, la spéculation, c'est évidemment sur le longtemps. Ça veut dire quoi? C'est 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis et ton application disparaît. Mais pour en avoir essayé déjà beaucoup sur les iPads avec mes gosses, parce que mais j'ai quand même si je le décris souvent, j'ai quand même des devices Apple à la maison, et pour les enfants, je trouve que c'est bien supérieur aux tablettes Android. Eh bien, je me retrouve quand même pas mal de fois avec des applications qui ont parfois quelques années et qui marchent pas sur un iPad Air, qui est quand même un iPad d'il y a 2 ans. Donc, je trouve ça assez rageant que ce soit toujours en vente et que ton appli, ce soit totalement merdique. Donc, je trouve que c'est une très bonne nouvelle de supprimer toutes ces applications moisies qui fonctionnent plus. Par ailleurs, l'App Store est il est bien tenu dans le sens où à l'entrée déjà c'est très filtré, tout le monde ne peut pas publier une application, ça l'est plus que chez Android par exemple. Mais une fois qu'elle y est, le processus de contrôle est nettement inférieur que quand tu la lances. Donc, voilà, c'est un boulot faramineux. Ils vont réparer, ils vont faire ce qu'il faut. C'est comme ça. On en a fini, je pense, avec la lettre A. Si vous avez des questions, des réflexions, des affirmations, des envies, etc., par rapport à Apple, par rapport à cette présentation, à Keynote, tout ce qu'on en a dit également, n'hésitez pas à nous en faire part via les commentaires, qu'on a l'habitude de le dire. On passe à la lettre A. Encore, A comme ARA, alors avec un projet dont on a parlé, mais ça fait longtemps qu'on n'en a plus parlé, c'est vrai. ARA, il faut nous rappeler, Benoît, de quoi il s'agit. Voilà, un smartphone nous rejoint, un smartphone s'en va. ARA, c'est ce projet de téléphone modulaire qui a été initié, je pense, par un Hollandais, et qui a été porté depuis quelque temps par Google avec l'idée d'avoir un cadre dans lequel on viendrait mettre des modules pour composer son téléphone. Donc, je veux un bon appareil photo, je veux une grosse batterie, mais j'ai pas besoin d'une prise jack, par exemple. Je veux pas d'écran. Le module prise jack. et le projet n'allait apparemment pas super bien depuis quelque temps. Notamment parce que ce côté modulaire est assez complexe à faire. C'est assez logique, parce que comme on va vers de plus en plus de miniaturisation, le fait d'avoir des composants va un peu dans le sens inverse, parce que pour faire la miniaturisation, il faut avoir des composants qui font de plus en plus. Quand tu regardes maintenant, tu as de plus en plus le processeur qui sert à pas mal de choses, mais quand tu viens avec un appareil photo spécialisé, tu ne connais pas les capacités du processeur que la personne va mettre par ailleurs, tu es obligé de mettre ton proc dedans. Donc ça double un peu les composants, ça remonte la taille, ça remonte le poids, et donc apparemment ils ont décidé de laisser tomber, d'arrêter. Il n'y aura pas de téléphone ARA. Tant pis, à ce moment-là, ça partait d'un bon sentiment, je serais tenté de dire, d'une bonne idée, puis finalement, ça fait flop parce qu'il y a des contraintes et que c'est difficile de jouer avec ces contraintes-là. On passe à la lettre B comme business. Sébastien, on va parler de Uber. Oui, très, très brève news, c'est juste qu'on n'en avait pas parlé, et je trouve le chiffre assez intéressant sur ce que Uber a perdu sur la première moitié de l'année. Non pas pour sortir le chiffre exactement exact et voir la petite virgule, mais c'est vrai qu'ils ont déjà perdu plus de 1 milliard de dollars sur 6 mois pour une entreprise qui est évaluée à 69 milliards de dollars. C'est juste énorme pour une boîte qui est encore toute jeune, quoi. Et d'arriver à trouver les investisseurs pour sortir le 1,3 milliard de pertes sur une demi-année. Je trouve ça juste hallucinant. Alors évidemment, tu as toujours dedans des gens comme Jeff Bezos d'Amazon et Goldman Sachs. Donc tu as des gens qui ont beaucoup d'argent, qui investissent dans des entreprises comme Jeff Bezos d'Amazon, qui font des pertes depuis des années. Qui eux aussi sans doute savent un truc qu'on ne sait pas nous, comme le déluge. Probablement, où ils attendent d'avoir écrasé tout le monde pour pouvoir faire finalement du bénéfice. Uber est parti sur le même genre de chemin, mais voilà, c'est des chiffres qui donnent un peu le vertige. On a réussi à perdre 1,3 milliard en payant des gens pour aller d'un point A à un point B. Oui, mais en même temps d'y aller sans se laisser emmerder par un chauffeur de taxi. Oui, et en plus, le coût, c'est juste de payer les gens bien sûr. qui font de un point A à un point B. Donc, Mais attention, tu as aussi pas mal de R&D
je ne sais pas si tu as vu, ils lancent des voitures autonomes. Ben, c'est un peu ça l'idée. Oui, parce que l'objectif, c'est de virer les chauffeurs. Ben, bien sûr. Ils lancent des voitures autonomes je pense que c'est ce mois-ci. Alors il y a un débat parce qu'il y en a aussi qui sont en train de se lancer en Asie, donc je sais pas qui sera vraiment le premier, mais en tout cas il y en a déjà un qui s'est lancé, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Oui, tout à fait. Non, mais effectivement, donc il y a eu 2 annonces qui étaient quasiment consécutives. Oui, c'est ça. Celle de Uber est arrivée un petit peu avant, mais les autres étaient un peu plus prêts à être vraiment sur la route. Mais ça veut dire que c'est les premiers taxis entre guillemets sans chauffeur commercialement exploités. Tout à fait. Alors, il y a des ingénieurs à bord pour vérifier que la voiture ne fait pas de conneries, mais voilà, ça coûte très cher ce genre d'investissement. Bien entendu. Et donc, forcément, ça aussi, ça remonte les pertes. Mais ce sont des technologies d'avenir. Oui, parce que si tu te dis qu'ils ont pris le marché et ils sont arrivés à virer les chauffeurs, donc ce qui est le coût principal de cette opération-là, peut-être qu'ils gagneront de l'argent, et je pense que les investisseurs se disent ça. Oui. Et même que s'ils y arrivent, ils pourraient revenir en Belgique. Peut-être. Parce que alors, tu n'as plus le problème de concurrence de taxis, vu que là, les taxis, il n'y a plus de personnes. C'est les voitures, c'est eux peuvent enregistrer et devenir une société eux-mêmes de taxis. Tout à fait. Mais leurs pertes sont majoritairement, non pas dans la recherche, malheureusement, mais bien dans les gens qui doivent payer pour aller de A à B. Donc il faut supprimer cette variable. Il faut supprimer ce problème. On reste à la lettre B comme business, avec un petit business sympa. Par contre, voilà, c'est un business qui marche bien. C'est celui des petits ordinateurs, vous le savez, les Raspberry Pi. Qui sont devenus de vrais ordinateurs. Hein. C'est pas uniquement pour faire des petits objets connectés aujourd'hui. Ça a bien évolué. Plus de 10 millions vendus, Sébastien. Voilà, et ça a été annoncé par la fondation Raspberry Pi. Alors Raspberry Pi, c'est quoi ? C'était ces petites cartes qui fait, non pas des framboises comme on le voit à l'image, hein, mais qui fait bien le café. Et bien plus que ça, parce que c'est un mini ordinateur qui coûte 3 fois rien. C'est maximum 50 €. Et après, tu peux rajouter un petit morceau de plastique autour, et puis tu peux... Il y a tout là-dessus. Il y a de l'USB, il y a du réseau, il y a un jack. Ouais. Il y a de l'HDMI, malheureusement... Ils sont arrivés à le caser pour 40 €. pour 40 €, hein. Et malheureusement, ça ne résiste pas à l'eau, mais pour quelques euros, tu peux facilement faire un petit boîtier qui résiste. Je te coupe 2 secondes, mais ça pourrait très bien résister à l'eau. Il y a une start-up à l'IFA qui a présenté une solution technique pour rendre tout objet électronique totalement immersible. Donc voilà. Alors, ce qui est juste génial, c'est que ces gars, ils ont lancé ça en se disant, ok, moi je vais juste faire un truc dans mon coin parce que je veux qu'on dépoussière cet embarqué qui coûte un pont. Et alors effectivement, en 2012, quand on voulait faire quelque chose en embarqué, on en a fait à l'époque, on a essayé. Et ça coûtait un avion de chasse. Les gars, ils ont créé une révolution un petit peu dans le milieu avec ce genre de carte. Il y en a d'autres. Oui, il y a plein de déclinaisons déjà de celle-là, je pense. Et puis il y a un Arduino, qui est très connu. Arduino, et donc ils étaient plus ou moins tous les deux en même temps, voilà. Il y a une série qui est en train de sortir avec des puces, des petits ordinateurs JavaScript, des petites puces JavaScript. Ah oui. Parce que JavaScript étant un langage vachement facile à mettre en œuvre, vachement puissant, vachement efficace et tout ça, tu as une série, mais le nom m'échappe, de petites puces. Il y en a un qui vient de finir un Kickstarter avec la petite puce capable de parler en Bluetooth, d'allumer des petites lampes et de répondre au fait que tu appuies dessus. Et puis tu programmes ce que tu veux. Bon, voilà, après on pourrait faire un débat du podcast pendant plusieurs heures sur est-ce qu'effectivement on doit mettre du JavaScript sur ce genre de truc. Bon, personnellement, moi, j'achète pas. Mais ça, c'est vraiment des débats de programme. Non, mais c'est pour l'aspect didactique du truc, pour faire de la formation. Pour l'aspect didactique, pour l'aspect programmeur, j'achète pas. C'est super facile. Ou même ludique, parce que voilà. Ludique pour les gosses, parce qu'effectivement, le Raspberry Pi est arrivé dans plein de projets où les gosses vous jouent, que ce soit avec des Lego ou que sais-je, quoi. Donc, c'est arrivé dans plein de trucs. Et puis, ça a lancé plein d'autres projets. Bien sûr, parce qu'on retrouve ces petites plaquettes dans plein de... Tu fais bien de le dire, dans des projets Kickstarter, etc. Non, c'est juste parfait. Voilà. On est fan. Son nom, quand même, c'était Eben Upton. Salut, merci. Eben Upton, qui a créé le Raspberry Pi. Qui est un des pères du Raspberry. D'accord, ok. Voilà, il a été cité dans un podcast francophone belge. Ça lui fait une belle jambe. On passe à la lettre C. Alors là, c'est l'énigme pour moi. J'y mets un point d'interrogation. C'est comme City Flows, Benoît. Ouais.
C'est dans les petits trucs tout mignons que j'ai vu passer pendant l'été. Donc je voulais en parler parce que je trouvais ça mignon comme tout. C'est bien. Ce sont des... Tu sais, on a ça notamment dans l'aviation. Tu as des petites vidéos qui te montrent le trafic, les avions, d'où ils vont, où ils vont, etc. Il y a une boîte qui a eu l'idée de faire ça, enfin une équipe d'une université allemande qui a eu l'idée de faire ça avec les puces GPS des vélos en prêt. Donc tu sais, genre Vélib, vélo, etc. Oui. Parce qu'en fait, il y a une puce GPS dedans pour laquelle on les vole, comme ça on peut les retrouver. Ouais. Donc ils ont repris toutes les données GPS et ils ont fait le même genre de visualisation où tu vois comme ça les flux de trafic se déplacer dans la ville. Et je trouve ça assez joli et poétique. Donc je voulais juste le mentionner. Vous irez prendre l'URL sur le site et vous trouverez ça, j'espère, joli comme moi. Les technos... Enfin, vous trouverez que cela comme moi, très joli. C'est joli comme moi, c'est du fou. Il est en train de se vendre, en fait. C'est très bizarre. Lestechno.be, où que vous écoutiez ce podcast en vidéo, en audio, lestechno.be, c'est là que vous retrouverez toutes les sources, parce que c'est une espèce de grande revue de presse, vous l'avez remarqué, qu'on vous propose chaque semaine. Eh bien, on vous propose nos sources, on vous les livre, vous pouvez cliquer dessus, aller regarder, commenter, etc. Vous êtes, bien entendu, toujours les bienvenus. Lettre C. C'est comme Convergence Design. Benoît, on va parler de caméras, de HD, de plein de choses. Ouais, j'ai pensé à toi, Marc, et notamment à ceux qui ont bien aimé le hors-série sur le studio. Un des problèmes qu'on a quand on produit le genre d'émission qu'on fait, c'est qu'il faut, pour que ce soit un peu dynamique, pouvoir changer de caméra, mais ça veut dire qu'il faut a priori plusieurs caméras, plusieurs éclairages, etc. Et une autre solution, c'est de prendre une caméra à très haute résolution et puis de venir couper des morceaux d'image à l'intérieur et de ne garder qu'un petit bout, enfin, faire une espèce de zoom numérique. Mais c'est pas simple à faire en direct. Généralement, c'est quelque chose qu'on va faire en post-production. Donc, ça veut dire que pour certains, par exemple, tu veux faire un séminaire, un truc comme ça, c'est pas idéal. Et alors, la Convergence Design, qui est une boîte qui fabrique des enregistreurs pour caméras, toute une série de caméras. C'est ces petits écrans de visualisation avec un petit disque SSD derrière et puis ça te permet d'enregistrer. Ils ont mis cette fonctionnalité-là dans leur nouveau produit. C'est une mise à jour firmware. Tu mets une caméra 4K. Donc une caméra à très haute résolution, et tu obtiens 3 images Full HD. L'image complète et 2 zooms. Donc l'usage typique, ça va être, j'ai 2 personnes qui parlent, je vais mettre la caméra avec un angle large, et puis j'ai un zoom sur une des personnes, un zoom sur l'autre personne. Je vais avoir une présentation, un autre exemple d'usage, je veux filmer une présentation, je mets ma caméra en plan large, et puis je sais que mon présentateur, il va souvent être sur une certaine zone, je fais un zoom dessus, et puis je fais un zoom sur l'écran. On fait un podcast comme le nôtre. Toi, tu as 2 ou 3 caméras dans le studio pour te permettre de faire plan large, plan serré. Tu mets une seule caméra, tu fais ton plan large, ton plan serré. Et le machin le fait en temps réel. Et comme l'écran est tactile, tu peux taper pour aller passer l'image à l'autre. Et alors, il enregistre jusque 4 flux, flux HD, donc il resize, le flux grand angle, les 2 zooms, et ce que tu as, la sélection que tu as fait en live. Donc ça te permet directement d'envoyer ça sur YouTube. Ça fait plein de trucs en même temps, donc ça fait switcher, parce que en gros c'est un switcher qu'on utilise, c'est ce que j'utilise moi ici, pour pouvoir passer d'une caméra à l'autre. Ça fait enregistreur, ça fait moniteur, parce qu'il y a un écran dedans. C'est vraiment génial ce truc-là. Ça coûte combien? J'en veux un tout de suite. Alors ça coûte un petit peu plus cher. C'est pas donné. Le produit est aux alentours des 1800-2000. Et enfin, ça dépend duquel tu prends. Il y en a à 1800-2000, il y en a à 3000. D'accord. Donc effectivement, c'est pas du matériel bas de gamme. Maintenant, c'est avec des entrées SDI, etc. Donc c'est quand même. C'est du professionnel, quoi. C'est du professionnel. Effectivement. Mais notamment, un des problèmes quand on arrive sur le terrain, par exemple, si tu dois filmer, je reprends l'exemple du séminaire, tu dois commencer à monter 3 caméras. Installer le mixeur, etc. C'est long à faire, ça fait beaucoup de matériel à emporter. Là, tu as une. Il faut que la mise en situation le permette également, évidemment, parce que le champ contre champ, du coup, c'est pas possible. Avec un miroir. Ou avec un miroir. mais bon, de manière générale, c'est assez rigolo. Ceci étant dit, moi, j'avais étudié cette possibilité pour ce studio ici, parce que Panasonic fait une caméra qui fait plus que de la HD.
HD, qui fait presque de la 4K, je pense, et qui est pilotable avec les mêmes modules qui servent à piloter les caméras robotisées, ce qu'on appelle les pan tilt. Et donc, là, on peut programmer effectivement les différents axes que l'on veut utiliser dans l'image. Donc, c'est une grande image, comme expliqué ici, où on prend une partie de l'image et on peut switcher comme ça en temps réel de l'un à l'autre. Ça coûte relativement cher, et par contre, ce qui en sort là n'est pas professionnel. On sort sur des sorties HDMI, des choses comme ça. Mais l'idée était là, effectivement, et je pense que c'est une idée qui va encore être exploitée à plein d'endroits. On propose maintenant des caméras, tu le disais toi-même, il n'y a pas tellement longtemps, mais ça se confirme de plus en plus maintenant, où les gens partent avec des caméras 4K presque grand public, ou en tout cas grand public averti, et qui peuvent après, en post-production, resizer, aller chercher dans l'image ce qui les intéresse pour en faire simplement du 1080p, et ça fonctionne très 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 bien. Chouette découverte, j'aime beaucoup. Convergent Design, une adresse à garder sous le pied, j'allais dire, sous le coude. Ça va être mieux sous le coude, effectivement. On reste chez toi, Benoît, avec, décidément, c'est énigme sur énigme sur énigme, avec Benoît. F comme, c'est quoi, Phantom One, c'est ça? Phantom One. Ouais. Alors, c'est un Kickstarter, donc c'est un projet qui essaye de chercher du financement en vendant les premières versions du produit et en attendant beaucoup de patience des personnes qui vont mettre de l'argent. C'est un drone. Il propose, mais c'est un drone un peu particulier, c'est un drone sous-marin. Parce qu'effectivement, les drones qui volent, les petits quadricoptères, on en a plein, avec une petite caméra. Et ici, ce qu'il propose, c'est un petit sous-marin, avec une petite caméra Full HD, donc ça part sous l'eau, et ça va filmer ce que tu veux. Et donc l'idée, c'est un peu de faire l'exploration, mais pas du ciel, mais aller faire l'exploration d'une rivière, d'une carrière, dans la mer, etc., etc. Alors ça se pilotera, si c'est livré un jour, ça se pilotera avec son smartphone, sachant que évidemment tu vas pas faire du Wi-Fi vers le petit drone, donc il y a un flotteur avec un long câble. Et puis tu mets le flotteur au-dessus sur l'eau, tu le relis au robot, et le robot plonge. Et puis toi tu t'interfaces avec le flotteur en Wi-Fi, et puis le flotteur via le câble pilote le robot. Donc l'idée est plutôt, je trouve, originale. Le prix me semble très raisonnable, puisqu'ils annoncent un prix autour de... Alors, comme d'habitude sur Kickstarter, tu as plusieurs prix en fonction de ce que tu prends, si tu es rapide ou si tu n'es pas rapide, mais ils annoncent un prix autour de $600 hors frais de livraison, ce qui me paraît pas très cher quand tu compares au prix d'un drone. Bien sûr. Alors, quand tu dis un projet original, je serais tenté de dire oui, effectivement, mais si on prend le terme original dans sa première acceptation, ce serait le seul. Or, c'est loin d'être le seul. J'en avais trouvé un autre qui est exactement sur la même ligne, mais qui est un projet ouvert qui s'appelle Open Libre, c'est ça. Open ROV. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur openrov.com et qui est déjà fonctionnel, qui est déjà commercialisé, qui tourne. Ils ont passé l'étape tout le monde met un petit peu la main à la pâte sur ce truc-là, et c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment très impressionnant. Je pense que ce projet-ci, celui dont tu nous parles, est sur la même ligne et qu'ils vont se rencontrer à un moment ou un autre. C'est pas possible autrement, parce que c'est vraiment très très intéressant, et les images qui sont envoyées, parce que l'idée c'est de remonter aussi des images. C'est vraiment bien pour aller explorer des fonds, aller vérifier des choses, etc. Le petit sous-marin Phantom One descend à peu près 50 mètres, donc tu peux aller récupérer ton Apple Watch si tu l'as fait tomber. C'est possible aussi, effectivement. Donc voilà, deux beaux projets, on va dire qu'il y en a deux, donc le Phantom One et l'openrov.com. Vous irez jeter un petit coup d'œil sur notre site lestechno.be, vous aurez les sources, les liens vers ces deux applications, et si vous êtes passionné de technologie et que vous avez un petit peu de sous, que c'est votre hobby, à mon avis vous allez pouvoir vous amuser avec ces projets-là, parce qu'il y a des choses à faire. On passe à les lettres G avec Sébastien. G comme Google, qui s'est offert quelque chose apparemment, un petit cadeau, non? C'est quoi? Apigee. Apigee? Ouais, alors Apigee tu connais pas? Apigee, c'est non. Pas moi. Tu connais pas, et probablement que tu ne connaîtras jamais, parce que c'est un truc plutôt pour tech. C'est une plateforme pour aider les entreprises à créer leurs API, pour pouvoir dialoguer entre les systèmes. Et donc, c'est une boîte qui est extrêmement récente. Elle a été lancée l'année passée, et elle te propose toute une série d'outils pour
pour faire tout ce qui est gérer l'authentification, gérer tout ce qui est les limites d'utilisation, gérer tout ce qui est analytics, machin, etc., les clés, tout est de base, et après t'as plus qu'à rajouter ce qui est toi, ta spécialité, la fonctionnalité que tu rajoutes, hein, comme un Twitter, là ce serait de pouvoir envoyer un tweet, mais il va gérer tout le reste pour toi. Donc c'est un peu ce qu'ils font, c'est un peu compliqué à piger quand tu vas sur leur site. Et Google, qui est quand même en train de penser à son futur post-publicité, parce que ça ne durera peut-être pas non plus éternellement, et qui fait quand même pas mal de commercialisation de ses fonctionnalités, ses API à eux, ils se disent que c'est encore une autre possibilité de diversification pour eux. Et ils ont quand même été payés ça 625 millions de $, donc ils y croient. Hein. C'est pas juste un petit truc qu'on a racheté dans un garage. Et donc, s'ils y croient et qu'ils payent ça si cher, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas travaillé là-dessus au départ. Je veux dire, c'est quelque chose qu'ils rajoutent, c'est une couche qu'ils vont rajouter à leurs compétences. Non, parce qu'ils ont déjà, pour la plupart, tout ça dans leurs API, dans leurs fonctions. On utilise leurs API quasi tous les jours, nous, et ils ont le fait de pouvoir faire de la limitation, le fait de pouvoir gérer l'authentification. Tout ça, ils ont. Mais ils n'ont pas une plateforme pour pouvoir proposer ça aux entreprises pour qu'eux puissent ajouter ça dans leurs produits. D'accord. C'est le trait d'union qui manquait en fait. Ok, voilà, une information qui va intéresser ceux qui... 125 millions. Quand même, c'est des sous. M, on est déjà à la lettre M, si. M comme Microsoft. Seb, Microsoft qui prépare son Slack à la sauce Skype. Alors, il faut rappeler ce que c'est Slack. Skype, c'est pas nécessaire, je pense, mais Slack, il faut quand même le rappeler. On en avait un petit peu parlé. Slack, c'est un outil. Si vous avez fait de l'IRC un jour, ça y ressemble très très fort, sauf que c'est plus joli. Non, donc c'est un. C'est très réducteur, mais bon. C'est un outil qui vous permet en groupe de pouvoir discuter sur toute une série de sujets en mettant à chaque fois un tag sur chaque sujet, et vous n'avez donc. Quand vous prenez ce tag, vous avez la discussion qui suit uniquement là-dessus. Donc vous n'êtes pas embêté par les autres discussions de vos copains sur tout le reste. Donc c'est utilisé dans les entreprises, essentiellement dans les petites communautés pour discuter comme ici. On en a un depuis pas très longtemps, etc. Et donc Microsoft a essayé de le racheter pour pas moins de 8 milliards. Slack a fait un gros bras d'honneur. Et donc Microsoft répond par c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Et donc ils ont présenté déjà une version interne qu'ils utilisent donc au sein de Microsoft, Skype Teams qu'ils appellent ça, et qui en fait quand on regarde au niveau de l'interface est à 100% la même chose que ce que fait Slack aujourd'hui. Donc ils ont vraiment, c'est la réponse du berger à la bergère, et Microsoft ayant déjà pas mal de solutions en entreprise avec Link disent nous on va balancer ça en entreprise, et les gars tant pis pour vous quoi. Avec Skype, avec ils ont d'autres solutions, tu le disais. Oui, c'est ça. Donc voilà. Là, ils ont vraiment déjà un énorme marché. Ça aurait sa place dans leur écosystème, effectivement. Ça l'avait. Donc Slack pour 8 milliards, je pense qu'ils auraient quand même dû lâcher le paquet. Seulement Slack, maintenant, on en fait aussi une utilisation qui est aussi tournée vers l'extérieur. Ça, j'ai remarqué de plus en plus. Par exemple, certaines entreprises n'hésitent pas à donner, quand ils sont dans un esprit de collaboration avec leurs clients, dans du B2B par exemple, ils communiquent via Slack également. J'ai remarqué ça arrive de plus en plus. Dans l'enseignement aussi, pour pouvoir communiquer entre enseignants, élèves, entre élèves eux-mêmes, etc., pour le partage d'informations. Ça reste quand même encore très confidentiel, hein. Même si le truc est très connu dans la communauté, c'est en dehors de... Bien sûr, non, c'est pas grand public. De l'IT. On est d'accord. Très confidentiel. Okay. Skype, par contre, ma mère connaît Skype, Slack, elle n'en a jamais entendu parler. Quoi, hein. Bon, ma mère connaît même IRC. Non. Je rigole, évidemment. Mon mélangeur est un petit peu bloqué. Ah, voilà, il est débloqué. Pas grave. Et je voyais qu'en même temps, une ligne s'était rajoutée dans la conduite. C'est ça aussi les avantages des documents coopératifs. Les documents coopératifs, on utilise ça tout le temps ici avec les technos. C'est bien pratique. C'est comme ça qu'on me laisse des petits messages régulièrement au fur et à mesure qu'on enregistre. C'est comme ça que les épisodes sont rallongés également, d'ailleurs. Mais enfin, bon, bref. Je vais laisser la parole à Benoît parce qu'il avait peut-être un truc à dire. M comme musée. Oui, je vais aller super vite. Oui, il y a un petit musée de l'informatique pionnière en Belgique qui s'ouvre à Namur, qui s'appelle NAM-IP. Ouais. Et donc, ils sont en train d'essayer de préserver des pièces d'informatique du début, des poinçonneuses, des mémoires d'origine, etc. Et de les exposer pour que les gens se rendent compte qu'en fait, l'informatique, ça n'a pas démarré juste avec l'iPhone. C'est où? C'est à Namur. C'est rue Henri Blaise, c'est à Setzin, en fait. Donc, c'est en Belgique, il faut le dire à nos amis français. C'est à Namur, c'est tout près du Palais des Expositions. Et c'est quoi? C'est un musée permanent? Alors, ils sont en train de le mettre en place.
place. Donc l'idée, c'est qu'il y aura une exposition permanente. Il y aura sans doute, comme dans n'importe quel musée, des expositions temporaires. Et c'est aussi un travail important de tous les musées, la conservation de pièces d'origine. Donc ils ont récupéré comme ça des mémoires vachement vieilles, en Belgique, des machins comme ça. Alors je m'avance très fort, hein, mais je sais qu'il y a en Belgique un collectionneur privé qui a une très très grosse collection de matériel informatique qui était hébergé pendant un temps dans les caves chez HP, je pense, ici en périphérie bruxelloise, et qui a dû dégager ailleurs. Je ne sais pas où est passé ce matériel, et s'il a retrouvé à s'héberger, ce serait peut-être intéressant de les mettre en contact, parce qu'il y avait une vraie fortune en matière de matériel informatique d'un autre âge, évidemment, mais c'est le but d'un musée aussi en même temps. Sébastien. Il y en avait un petit à l'ULB aussi à Bruxelles qui était assez sympathique. Et sinon, pour ton musée, ils recherchent des prises audio jack. Il paraît que c'est... c'est un bien précieux, hein, ça, c'est clair. On passe à la lettre... Tu vas pouvoir faire un don. Oui, c'est ça. J'en ai plein, moi. On passe à la lettre S comme Samsung. S comme Samsung. Et c'est Seb qui s'y colle pour parler... Bah oui, ça, c'est l'effet... Le sale effet de la semaine, l'effet Note 7. Ah oui, là, l'effet Note 7, ça fait mal. On estime déjà près d'1 milliard que ça va coûter à Samsung pour leur rappel. Il faut rappeler, parce qu'il y a quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à Apple avec nous, il faut lui dire ce que c'est l'effet Note 7. Alors, l'effet Note 7, c'est que c'est un téléphone avec lequel tu t'éclates. En gros. Qui est interdit dans les avions maintenant, parce que ce sont de véritables bombes. Ils explosent spontanément quand tu les charges, quand tu les utilises. Donc, il y a déjà eu pas mal de Note 7 qui ont explosé. Donc, ça fait assez mal pour la réputation de Samsung. Et donc, ici, on a des compagnies aériennes, donc trois compagnies australiennes qui ont décidé que le Note 7 était prié d'être absolument éteint. Pour rentrer dans l'avion. Ils sont toujours acceptés dans l'avion, mais il est formellement interdit de les allumer, de les charger, d'y toucher, de les regarder, de faire quoi que ce soit avec un Note 7. Même d'en parler. C'est totalement interdit. Ceci étant dit, quel revers en termes de business et quel revers industriel que ça doit être d'avoir ce type de problème. Et surtout, Samsung, c'est pas un fabricant de batteries. Parce qu'il y a eu des séries de problèmes comme ça il y a quelques années avec des laptops, je sais pas si vous vous souvenez. C'était Sony, ça. Voilà, c'était Sony. Tout le monde a dit c'est les batteries Sony. Mais ici, Samsung fabrique ses batteries, non ? Ou ils sous-traitent à Sony. Donc voilà, on s'éclate chez Samsung, donc ils la ramènent pas. Hein, ça c'est très clair que pour l'instant là, voilà. Hein. Allez, on termine cet épisode parce qu'on me signale qu'il y a un micro what the fuck. C'est parce que normal, c'est la tradition finalement. C'est devenu la tradition depuis le numéro 50, je crois, c'est quelque chose comme ça, de parler de trucs un peu bizarres, de trucs que Sébastien a découvert par exemple. Oui, et alors malheureusement cette fois-ci, on n'aura pas de visuel. Ah, c'est pas celui-là, d'accord. Parce que voilà, et on ne va pas pouvoir vous mettre le lien non plus parce que si on a envie de garder notre channel YouTube ouvert, c'est mal barré. Donc je laisse juste ça comme visuel, c'est très bien. Voilà. Et donc c'est un nouveau site qui vient d'ouvrir de l'industrie adulte qui s'appelle, et je remercie Dr Dan qui me l'a balancé sur Info ce soir. Informaticien.be, oui. Voilà, et le site c'est Free Porn Day. Alors vous avez encore 11h, 16 minutes et 18 secondes au moment où on enregistre. Donc si vous êtes vraiment très rapide quand vous écoutez le podcast, parce qu'il sera diffusé à quelle heure, Marc ? Dans la nuit. Dans la nuit. Si vous êtes arrivé juste au bout, avant la fin de la nuit, eh bien, il vous reste encore quelques heures pour aller profiter d'une longue liste de sites porno qui sont gratuits pour 24 heures. D'accord. Donc, ça va revenir plus tard. Peut-être qu'on vous en reparlera, peut-être pas. Sinon, c'est freepornday.com et bonne chance. Bonne chance à tous. Bon, ok, c'est un micro what the fuck, comme on a l'habitude de le dire, à la mode de chez Sébastien. Hein, on peut va pas pouvoir mettre le lien. Non, on va pas pouvoir mettre le lien ni le visuel. De toute façon, pour ceux qui nous écoutent, ce visuel n'aurait aucun intérêt en plus. Hein, si. Ça aurait un intérêt pour ceux qui nous regardent. Pour ceux qui nous regardent, oui. Sinon, pour les autres, on peut le décrire. On peut le décrire, mais à ce moment-là, il faut changer la couleur du podcast. Il faut tout changer à ce moment-là. Juste petit aspect visuel. Désolé pour ceux qui nous écoutent en cette fin de numéro, parce que j'ai retrouvé le site OpenROV dont j'ai parlé là tantôt, en regard de Phantom One, l'actu dont nous parlait Benoît là tantôt. J'ai remis la main sur le site. Voilà, pour ceux qui ont la vidéo en tout cas, à quoi ressemble ce
ce projet. Ça ressemble fort, hein, on est sur les mêmes standards, entre guillemets, de petits robots qui va sous l'eau. Ont-ils des jambes? Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Benoît pour ce 89e épisode. On se retrouve évidemment très bientôt avec la suite de l'équipe et puis encore des hors-séries qu'on va mettre en boîte dans pas très longtemps d'ailleurs. Sébastien, quand un mot à dire, le mot de la fin. Si je peux juste en profiter parce qu'il reste encore 2 heures. Si ma femme nous a regardé, bon anniversaire, j'arrive. Bon anniversaire. Oui, effectivement, désolé. Mais à culpa, c'est un peu de ma faute aussi et de Skype, faut-il le signaler par ailleurs. Merci Benoît, merci Sébastien, à très bientôt. Bye bye.